Le livre va être réellement présenté. Moi, je ne fais que le chapeau et je serai un peu le discutant de cette affaire par Timberlake Wertenbeker, qui est la fille de la haine. Alors, La mort d'un homme est un livre important, d'autant que la première édition, j'ai regardé, est datée de 1957. Et il faut se reporter à cette époque pour en comprendre les enjeux éditoriaux. C'était un temps où le mot cancer était tabou, où l'on ne parlait de la maladie que par euphémisme. C'était tantôt une longue maladie, tantôt une mauvaise tumeur, etc. Le vocabulaire de l'euphémisme, vous savez, est extrêmement copieux. Pour aller à l'essentiel, Laëlle Wertenbeker commence son récit, car il s'agit bien d'un récit et pas d'une réalité fictionnée, comme aiment beaucoup les romanciers d'aujourd'hui, par l'annonce faite par un médecin de Saint-Jean-de-Luz. Et pour les gens de ma génération, je connais le médecin dont elle parle dans le livre, à Charles Christian Wertenbeker, le père de Timberlake, qui est tout au long du livre appelé Wert. Et c'est la déclaration de l'arrivée de cette maladie, donc d'un cancer, et le livre se termine par le décès de cet homme. C'est pour ça que l'on parle de la mort d'un homme. Ce livre a une temporalité bien particulière, bien à lui. Elle commence la déclaration de maladie par un médecin et se termine par le décès de cet homme. Bien sûr, je le dis tout de suite, ce n'est pas un livre médical, ce n'est pas parce qu'on parle d'une maladie que c'est un livre médical, c'est plutôt l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment magnifiquement et qui, dans l'extrême douleur, se parlent, continuent de s'aimer, ne trichent jamais l'un avec l'autre, qui ont le goût de la vie, de la belle et de la bonne vie. Pour tous ceux qui connaissent bien Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, il faut savoir que le lieu de l'histoire, en grande partie, il y a aussi les États-Unis, etc., mais le lieu de l'histoire, c'est Cibourg. C'est le lieu qui avait été choisi par le couple pour poursuivre une carrière littéraire après une carrière journalistique qui avait été extrêmement importante. Le père de Timberlake était un très grand reporter et il avait envie, il n'avait plus envie de raconter uniquement ce qu'il allait voir, mais il avait envie de raconter plus et de devenir un écrivain. Alors Timberlake, première question, quand on dit que c'est un livre important, c'est un livre qui parle de quelque chose d'essentiel, d'une histoire d'amour pendant un an, c'est pourquoi votre mère a décidé et a choisi d'écrire ce livre. Parce qu'au départ, c'est votre père qui avait commencé à écrire quelque chose, et on a l'impression qu'elle a voulu continuer l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. Mon père avait commencé à écrire cette histoire et elle voulait vraiment suivre la mort de cet homme, évidemment qu'elle adorait, mais aussi pour qui l'importance de la dignité dans la mort a beaucoup joué. Alors, il est mort peut-être un peu plus vite qu'il ne pensait mourir, et elle a raconté l'histoire. En fait, ce n'est pas seulement l'histoire d'une mort, c'est aussi l'histoire d'une mort d'une mort décidée, parce qu'il y a un moment où mon père a quand même décidé qu'il ne voulait pas être... Ce n'est pas qu'il ne voulait pas souffrir, il ne voulait pas être humilié par la souffrance, il ne voulait pas que ses enfants se rappellent d'un homme déchu. Donc, il a choisi finalement sa propre mort, qui est racontée dans le livre. C'est un livre, je disais, c'est une grande histoire d'amour, parce que vraiment, ça parle d'un amour inconditionnel entre votre père et votre mère, et dans un temps très particulier, qui est celui qui accompagne la mort d'un des deux. Oui, c'était des Américains, donc ils étaient tous les deux à leur 3e mariage, parce que dans ces temps-là, on se mariait puis on divorçait, quoi. On divorçait en 24 heures, on allait au Mexique, on divorçait. Mais ils se sont trouvés en fait, ils se sont trouvés à Londres, et
cela était vraiment une grande histoire d'amour. Et tous les deux avaient appris par leurs autres mariages ou pensaient avoir appris comment faire marcher un mariage. Évidemment, ce n'est pas le mariage d'aujourd'hui. Hein. C'est un mariage où c'est plutôt l'homme qui est en premier plan, bien que ma mère était une femme extrêmement forte et qu'elle était écrivain elle-même, mais elle mettait quand même toujours son mari devant. Mais c'est pas seulement qu'ils se sont aimés, mais ils ont travaillé cet amour. Ils ont compris que le mariage, c'est pas tout simplement quelque chose qui se passe pendant 1 an ou 2, mais qu'il faut bien le travailler, il faut se parler, il faut faire des concessions. Et ils ont fait ça. Et je crois que quand mon père a dû faire face à la mort, ça a été la dernière épreuve de l'amour. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garde un amour avec la maladie, hein, où on commence, ça peut être plus difficile. Et comment est-ce qu'on peut fêter l'amour pendant la souffrance et tout en contemplant la fin de la vie, quoi. Et mon père était jeune, hein, il avait la cinquantaine, et il pensait pas mourir si tôt. Donc c'était quand même un choc. Le cancer est venu, était inattendu, et ça a été un choc. Votre mère a un parti pris, elle raconte tout. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de dire, même parfois des détails sont... moi, je l'ai relu alors que je suis mal foutu. J'ai eu un mauvais moment. Vous voyez, il y a des moments, ouais. Je trouve le livre est d'une précision chirurgicale sur ce qu'est la maladie. Vous en avez parlé un jour avec elle, pourquoi elle a fait ce choix d'être aussi précise. Alors peut-être c'est le journalisme irriguait la famille complètement, ils avaient besoin de précision, mais je ne sais pas, ça m'a beaucoup frappé. Oui, je pense que c'était le journalisme, ils étaient tous les deux journalistes quand même, donc ils avaient l'habitude d'être exacts avec les faits. Et je crois aussi que, étant donné le sujet, elle n'a pas voulu mentir, donc elle a dû se donner... Je lui en ai jamais parlé, hein, on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs du livre après. Mais je crois je crois qu'elle voulait que le livre soit tout à fait vrai et respecte tous les détails de la vie de son mari et de la vie aussi qu'elle a vécue pendant qu'il était malade et pendant qu'il mourait. Je sais pas, ma mère, c'était une femme gaie, hein, c'était une femme qui aimait la vie, qui était pas légère, mais qui était plutôt optimiste. C'était une femme qui se levait tôt, qui aimait le soleil, enfin voilà. Mais là, elle a passé 1 an, donc à Cibourg, à Bordaguin, à écrire ce livre toute seule, avec son mari mort, donc, et je sais pas, elle a travaillé la vérité. Je sais pas comment mieux expliquer. C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'elle a voulu elle a voulu tout dire. J'avais envie de vous poser une question un peu indiscrète, donc si vous voulez, vous ne me répondez pas. C'est quand et à quel âge avez-vous lu pour la première fois cet ouvrage ? Je l'ai lu, je dois le dire, je l'ai lu très tard. Hein. Donc, je connaissais l'histoire, évidemment, mais je n'ai pas pu le lire. Je crois d'abord parce que j'étais jeune, je voulais vivre ma propre vie. Et puis, ils ont fait une pièce de théâtre aussi du livre avec Henry Fonda et Olivia de Havilland. Et j'ai vu cette pièce et ça m'a beaucoup marqué parce que, je sais pas, de voir ses parents comme ça sur scène. Et le livre est intime, alors il faut imaginer que pour un enfant, c'est pas facile ce n'est jamais facile de vivre, de connaître l'amour de ses parents, de penser que ils couchent ensemble, quoi. Aucun enfant ne s'intéresse beaucoup à ça. Et après, je l'ai lu. Je devais avoir 14 ans, hein, donc j'ai attendu un moment. Et je l'ai lu après plusieurs fois. Évidemment, il y a des épisodes dans ma vie où je relis le livre. Alors, je disais c'était une histoire d'amour magnifique en même temps. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que il y a une obligation de sincérité de l'un envers l'autre qui est, j'ai envie de dire, quasiment au-delà du raisonnable. Oui. Est-ce que vous avez cette impression ? Oui, je crois que
je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais je crois que quand même, avec les 2 autres mariages, il y avait dû avoir des mensonges. Et je pense que, enfin, comme dans beaucoup de mariages, et je crois que c'était une façon aussi de respecter le mariage, de se dire qu'on dirait tout le temps la vérité, on ne mentirait pas. Et ensuite, il y a eu cette question, comme vous l'avez dit, quand quelqu'un était malade à cette époque-là et allait mourir, on ne le disait pas, on le cachait. Les docteurs américains ne voulaient absolument pas dire à mon père qu'il ne pouvait rien faire. Il ne voulait pas le dire ici non plus. Elle avait promis de dire la vérité. Donc, c'est elle qui a dû lui dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Et vraiment, je dois dire que les docteurs américains étaient contre. Maintenant, tout ça, ça a changé. Maintenant, on le dit. Et je crois que c'est quand même important. Et les gens vivent mieux avec la fin de leur vie. À ce moment-là, c'était comme une honte ou quelque chose. Il fallait que les personnes vivent dans une sorte d'illusion. Et ça, c'était tout à fait le contraire de l'esprit de mes 2 parents. Alors, de la même façon qu'il y a 2 personnages essentiels, plus les 2-3 enfants, vous êtes... Ouais. Hein, en plus de ça, il y a quand même une sorte d'affection très puissante pour le Pays Basque, pour Ciboure, pour cette localisation qu'ils ont choisie, qui leur permettait d'aller aussi bien en Andalousie que voir les châteaux de la Loire ou d'aller faire un très bon repas à Paris. Ça a été quelque chose qui les a beaucoup marqués, parce qu'ils ont choisi de venir ici. Pourquoi ont-ils choisi de venir, indépendamment de la raison que j'ai donnée, hein, et pourquoi ont-ils choisi, d'une part, et comment cet amour pour ce pays s'est développé, parce que c'est très marquant. Oui, mon père aimait beaucoup l'Espagne. Hein. C'était quand même l'époque de Hemingway et tout ça, mais il ne voulait pas vivre sous Franco, évidemment. Donc, ils sont descendus de Paris et ils sont allés à la frontière et ils sont arrivés à Ciboure et on leur a parlé d'une maison et ils ont trouvé cette maison. Comme ça, il paraît que mon père est entré dans la maison, il a vu la salle à manger, il a dit « c'est ici que je veux vivre ». Ce n'était pas une grande maison, mais quand même une très jolie vieille ferme basque. Et c'est à ce moment, et aussi ma mère raconte, je ne sais pas si elle le raconte dans le livre, je ne me rappelle pas très bien, que mon frère est allé se promener à quelque part. Donc ils regardaient la maison, ils ont perdu mon frère. Et il y avait une dame, 3 heures plus tard, une dame est apparue. Elle avait fait tout Ciboure avec cet enfant qui ne parlait pas basque, c'est sûr, et ne parlait pas français non plus, à chercher où étaient les parents de ses enfants. Et elle a compris que Ciboure, à cette époque-là, c'était un endroit merveilleux pour les enfants, où les enfants seraient protégés, un peu comme l'Amérique que mes parents eux-mêmes avaient connue avant. Et petit à petit, ils ont connu des Basques, évidemment. Et ils avaient c'est pas seulement qu'ils aimaient le Pays Basque, ils aimaient tout du Pays Basque, mais ils avaient une admiration profonde, mais vraiment profonde, pour le Pays Basque, pour ce qui était basque, c'est-à-dire la dignité qu'ils voyaient, la façon de vivre. Ils aimaient aussi... je ne sais pas, ce côté discret qui existait. Et en fait, tout vraiment leur plaisait. Je ne dis pas qu'ils savaient tout, ils n'ont pas appris. Ils parlaient bien français, mais ils ne parlaient pas le basque. Ils voulaient que moi, j'apprenne le basque. Mais ils ont vraiment admiré cette culture. Et je ne sais pas, dans leur vie de tous les jours, parce qu'à Ciboure, à ce moment-là, il n'y avait que des Basques, hein. Il y avait personne d'autre, il y avait les gens qui venaient l'été. Mais autrement, c'était vraiment un village de pêcheurs basques. Et ils se sont sentis bien, à l'aise. Et voilà, c'était vraiment... Mais c'était un amour profond, je ne sais pas comment l'expliquer, mais et une admiration... Bon, pas sans borne, mais forte. Moi, je ne sais pas si vous avez eu l'impression, quand vous avez relu le livre, c'est qu'en même temps, il parle d'une côte basque, je fais exprès d'utiliser ce mot-là, qui n'est plus, où passaient des grands personnages, c'est-à-dire que toute une partie des
personnages que vous avez connus dans votre enfance, c'est des gens qui aujourd'hui sont quasiment dans les livres d'histoire, pour certains, des grands cinéastes, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait tout un petit monde ici, disons, d'intellectuels, d'artistes, et vos parents étaient très heureux, très à l'aise dans ce monde-là, non ? Oui, c'est-à-dire que je dois dire que mes parents étaient mondains pendant 2 mois de l'année. Et le reste du temps, ils écrivaient leurs livres. Alors ça aussi, ça leur allait très bien parce qu'ils étaient à Bordaguin et ils ne voyaient personne. Et puis l'été, les gens venaient, évidemment, les cinéastes, quelques acteurs, les surfeurs, enfin les premiers surfeurs. Donc ils ont quand même aussi connu, et puis ça leur plaisait évidemment, et des journalistes. Donc ils avaient ce côté-là, des écrivains américains aussi, Irwin Shaw, enfin tout ça, de qui ils étaient très proches. Finalement, Orson Welles aussi est venu. Et donc ils vivaient 2 vies qui leur allaient très bien. Je sais qu'ils faisaient un cocktail 1 fois par an, comme ça, où il y avait du whisky. Enfin, je sais pas, c'était... Moi, je finissais le whisky, alors je m'en rappelle très bien. Mais à part ça... ils avaient ce côté-là, mais ils aimaient aussi beaucoup, après, se remettre en retrait et vivre la vie du village. Ma mère, que tout le monde appelait mamie, hein. Donc, elle avait une voiture, elle conduisait tout le monde à la plage, c'est elle qui conduisait tout le monde. Et tous les enfants, il ne l'appelait pas Madame Wertenbacher, il l'appelait Mamie. Mon père, il travaillait à la petite tour de Bordaguin, il était pas... C'était pas quelqu'un qui s'occupait tellement des enfants. Mais pour ma mère, vraiment, je sais pas, elle a trouvé tous ses enfants, c'était un peu comme ses enfants, même si... Elle aussi n'était pas maternelle. Hein. C'était une génération où les enfants restaient à la cuisine, plus ou moins. Ah oui, on le voit dans le livre souvent. Ils partent parce qu'ils ont envie de faire un voyage. Ils vous laissent, je crois que c'est dans les mains de Madame Toyos, si mes souvenirs sont bons, tel que c'est raconté. Donc les enfants sont dans un coin, les parents partent parce qu'ils ont envie d'aller quelque part visiter ou alors... Oui, je dois dire que c'était Madame Sueur, qui d'ailleurs, elle était veuve, elle avait eu 2 fils, et elle ne voulait pas quitter sa maison. Et mes parents se sont arrangés. Moi, je ne sais pas comment, parce que ce n'est pas une grande maison, comme je l'ai dit. Elle vivait dans la maison, elle aidait un peu avec la cuisine et tout ça, mais tout le monde vivait ensemble, hein. C'était pas notre boniche ni rien, c'était Madame Sueur, hein. Mais c'est elle qui m'a élevée et qui a élevé mon frère aussi, avec qui elle s'entendait moins bien parce que c'était un garçon et qu'il avait un caractère très fort. Et elle nous a élevés, donc c'était vraiment une seconde mère pour nous. C'était pas seulement quelqu'un qui s'occupait des enfants. Il y avait un lien profond qui est resté jusqu'à sa mort, hein. Je l'ai revu quand elle avait 95 ans. Voilà. Ouais. Écoutez, je viens de voir la personne qui fait toutes les transitions, qui est une sorte d'horloge parlante pour moi lorsque je participe à ces débats. Moi, je voulais peut-être répéter à tous ceux qui aiment les bons livres forts. C'est un livre très fort, c'est un livre qui est puissant, parce qu'on ne peut pas passer comme ça à côté d'une histoire d'amour de cette intensité et d'une telle affection pour ce pays. Moi, j'ai envie de vous dire, lisez-le. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous me le demandez, je prêterai le mien. Enfin, vous débrouillez. Mais c'est un bouquin à lire. Il marque. Voilà. Merci beaucoup, Timberlake. Merci beaucoup. Merci Patrick. Je